Passion MLB, le podcast, épisode numéro 32. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en cet épisode spécial début séries éliminatoires. On n'a pas l'habitude d'enregistrer les lundis soirs, mais évidemment, chez Passion MLB, le mois d'octobre est le plus beau mois de l'année. Donc, on tombe en mode séries éliminatoires. On tombe dans un mode donc, où on va produire un petit peu plus de contenu. Et c'est ce qui fait en sorte qu'en ce beau lundi du mois de septembre, on est encore en septembre évidemment pour quelques heures, je suis en compagnie de Sébastien Berroir et de Pascal Harvey qui nous rejoignent. Messieurs, comment allez-vous? Très bien, merci. Toi-même? Ça va bien, ça va bien. Très content de t'avoir aussi, Pascal, sur le podcast. On était dû pour t'avoir, là. Oui, on était dû. Puis le dernier soir de septembre, puis à l'orée des séries, ça fait plaisir d'être avec vous. Absolument. À quelques heures de réveiller Billy Joe Armstrong de son coma annuel du mois de septembre. Messieurs, avant de commencer à se lancer sur les séries éliminatoires, il y a quand même une horde de petites nouvelles que je veux traiter avec vous. Donc, allons-y en se lançant sur quelques petits sujets. Pascal, le premier, c'est une nouvelle qui est tombée dans la dernière heure. Pete Rose, à l'âge de 83 ans, qui est décédé dans sa résidence de Las Vegas. Pete Rose, évidemment, qui est reconnu comme l'un des plus grands frappeurs, ou le plus grand frappeur, si on prend en termes de chiffres purs, de coup sûr. Le seul joueur du baseball majeur qui en a frappé 4000 dans la plus grande ligue au monde. Le 4000e, évidemment, on s'en souviendra, qui a été frappé sous les couleurs des Expos quand même. Pete Rose, moi, ce que je me demande aussi, Pascal, c'est comment la MLB va gérer ça? Parce que, tu sais, c'est quelqu'un qui a été banni, mais c'est quelqu'un qui a été grand. Tu peux pas le célébrer en grand parce que là, les gens vont dire, s'il est si grand que ça, pourquoi tu l'as banni? Tu peux pas l'ignorer non plus. À l'aube des séries comme ça, c'est un véritable nuage gris qui s'installe au-dessus du baseball majeur en ce moment. Nuage gris, patate chaude. Je ne sais pas comment le baseball majeur va gérer ça, mais ils l'ont très mal géré depuis des décennies anyway. Parce que Rose, ses coups sûrs, il ne les a pas volés. C'est pas un joueur qui a joué drogué, c'est pas un joueur qui a joué sous l'influence de stéroïdes. C'est un joueur qui a joué la game comme il devait la jouer. C'est un joueur hyper agressif, c'est un joueur qui était là à chaque présence. Comme tu l'as dit, il a brièvement porté les couleurs des Expos. C'est là qui est passé à l'histoire. Puis le baseball majeur, c'est un œil au beurre noir pour eux parce qu'ils l'ont très mal géré. Puis Pete Rose a décidé de faire comme Pete Rose fait toujours. Il a joué à sa façon. Il est parti là, à la veille des séries. Donc, s'il voulait faire parler de lui, c'est réussi. Et Pete Rose, évidemment, ce qu'on va retenir de tout ça, comme Johan l'a mentionné, dommage de ne pas l'avoir admis au Temple de la Renommée durant son vivant. Je doute qu'on le fasse à ce point-ci parce que le seul attrait, ça aurait été de lui faire plaisir. Mais évidemment, on verra là, peut-être qu'il y aura une vague et que le baseball majeur n'aura pas le choix d'y répondre. Ce sera à suivre. Sébastien, dans les derniers jours, la saison a pris fin. On a officiellement 2 joueurs qui ont gagné la triple couronne, celle de lanceur, Chris Sale dans la nationale, Tarik Skubal dans l'américaine. Il y a 2 joueurs qui sont passés proches chez les frappeurs, Aaron Judge et Shohei Ohtani, qui menaient au niveau des points produits, qui menaient au niveau des coups de circuit, mais on parle de 2 joueurs qui se sont fait dépasser par 5 à 10 points par Bobby Witt Jr. et par Luis Arraez. Donc, on a failli avoir quand même 4 triples couronnes cette année. Triple couronne ou pas, ceci étant dit, on s'entend que les 4 gars que je viens de te nommer, 2 MVP, 2 Cy Young, il n'y aura pas de grandes surprises là-dessus. C'est déjà réglé. Là. Ça, c'est canné. On n'a même pas besoin de voter. Je pense que peut-être que ça ne sera pas de façon unanime. Là. Si Derek Jeter n'a pas été intronisé au Temple de la Renommée de façon unanime, ça se peut que ces gars-là n'aient pas nécessairement leur trophée de façon unanime, mais reste que c'est des saisons extraordinaires. Puis c'est vraiment drôle de voir la similitude entre les 2 ligues. C'est pareil des 2 côtés. Au classement, ça se ressemble beaucoup. Ouais. Donc, on a vraiment on a une belle parité autant chez les équipes que les joueurs, mais c'est des saisons extraordinaires. Luis Arraez qui gagne le titre de champion frappeur pour une 3e fois avec une 3e équipe. Donc, on a de belles histoires cette saison en 2024. Et d'ailleurs, les Padres qui ont dit qu'il n'y aura pas de 4-en-4 pour Luis Arraez parce que leur intention, ce n'est pas de l'échanger. Donc, ce sera sans doute la fin de cette belle séquence-là pour Luis Arraez, qui, si je ne me trompe pas, va être agent libre à la fin de la prochaine année. Là, pas dans les prochains mois, mais dans 1 an. Pascal, on parle d'histoire un petit peu. On a évidemment beaucoup parlé de Shohei Ohtani et avec raison.
José Ramirez qui a terminé sa saison avec une fiche de 39 coups de circuit et plus d'une quarantaine de buts volés. Et donc, passé à un coup de circuit du club des 40-40. Dimanche, on surveillait son match entre les Guardians et les Astros de Houston pour voir s'il allait y arriver. Et finalement, la température n'a pas été clémente. Le match a été annulé parce qu'il ne voulait absolument rien dire au classement. Et c'est comme ça que la quête du 40-40 s'est terminée pour José Ramirez. Question. Si c'était arrivé à Shohei Ohtani, est-ce qu'on aurait trouvé une façon de disputer le match? Je pense que oui. Hein? Je pense que oui, parce que José Ramirez a toujours joué dans l'ombre de quelqu'un et il ne joue pas dans un grand marché. Ça fait qu'évidemment, c'est quoi l'avantage de faire jouer un match à Cleveland quand on sait qu'ils étaient déjà qualifiés pour les séries. Mais c'est vraiment dommage pour lui parce qu'il connaît une belle carrière, 32 ans, il a encore des belles années devant lui. Puis, une année exceptionnelle, hein, près de 280 de moyenne, plus de 100 points produits, plus de 100 points marqués, 173 coups sûrs de mémoire. Puis il est arrivé à un coup de circuit près là, de rejoindre le club des 40-40. Donc c'est très dommage pour lui, mais en même temps, écoute, la température en a voulu autrement. Et la Ligue, bien entendu. Oui, la Ligue, bien entendu, parce que je pense que la température aurait été un facteur moindre, comme on l'a dit, là, si ça avait été Shohei Ohtani ou Aaron Judge ou les Yankees et les Dodgers en général. Là, on s'entend que Ramirez est un grand joueur dans le baseball majeur, mais il n'a pas la portée des deux autres. Évidemment. Sébastien, je veux te parler d'une petite nouvelle qui est sortie aujourd'hui et qui est sympathique, qui va faire sourire à peu près tout le monde parce que c'était demandé depuis des années. L'année prochaine, quand on va regarder le match des étoiles, il n'y aura pas ces affreux chandails de la Ligue américaine ou de la Ligue nationale qui étaient de plus en plus laids année après année. On a annoncé du côté du baseball majeur que à partir de 2025, c'est le retour comme ça doit se faire et comme ça s'est fait pendant des années. Les vrais chandails des vraies équipes vont être portés par les joueurs. Évidemment, des chandails blancs ou gris pour une équipe, de couleur pour l'autre. Ça va arrêter de faire chialer, hein? Oui, je pense qu'on avait atteint comme le sommet de laideur. Fait que là, il fallait trouver une solution pour s'en sortir. Puis c'est de revenir à ce qui aurait jamais dû changer. On n'aurait jamais dû changer. Que les joueurs portent leur uniforme lors du match des étoiles. On peut mettre tous les chandails laids qu'on veut lors du concours de coups de circuit, mais lors du match des étoiles, on veut voir les uniformes que les joueurs portent tout au long de la saison. Puis c'est la meilleure décision qui pouvait être prise. C'est juste que ça aurait dû être fait, ça aurait dû jamais changer finalement. Pascal, les White Sox de Chicago ont connu une dernière belle semaine parce que finalement, ils n'arrêtaient pas de gagner. Puis on s'est dit, coudonc, est-ce qu'ils vont en perdre un 121e? La logique a prévalu. Les White Sox de Chicago, pire équipe de l'ère moderne avec 121 défaites. Qui l'eût cru? Qu'en 2024, on aurait une équipe aussi médiocre, qui est médiocre quand même depuis quelques années, puis qui risque de l'être encore pour les prochaines, mais le nombre de défaites, c'est incroyable. Il y a des partisans qui sont vraiment attachés à leur équipe à Chicago, hein, parce que de croire aux White Sox, puis les détenteurs de billets de saison, j'ai pas suivi, mais il y a dû se vendre des billets à rabais là, sur Internet, c'était incroyable. Mais il en reste encore des détenteurs de billets de saison? J'en ai aucune idée. Moi, personnellement, c'est sûr que je me serais débarrassé de ça depuis belle lurette. Mais, tu sais, on donne le banc à Grady Sizemore en fin de saison. Est-ce que il est là par intérim, je crois. Qu'est-ce qui va se passer là, d'ici le camp d'entraînement, le début de la prochaine saison? Puis Garrett Crochet, qui est comme prisonnier de cette équipe-là, lui, il aurait dû se la fermer quand c'était le temps, hein, parce qu'il aurait eu l'occasion de jouer ailleurs, là, mais quelques paroles de trop. Oui, lui, aujourd'hui, on s'entend, il serait définitivement à Los Angeles ou à Philadelphie. Une de ces équipes-là. Sébastien, on a une petite question ici qui vient de Johan. Question, durant les séries, en cas d'égalité, est-ce qu'on place toujours un joueur au deuxième coussin pour débuter la manche? Tu sais, on se rappelle le fameux coureur fantôme qui existe depuis quelques années. Puis c'est une bonne question parce qu'en série, il y a toujours des règles différentes. Tu sais, au hockey, par exemple, il n'y a pas de fusillade. Dans le cas du baseball, Sébastien, le coureur fantôme disparaît là, une fois rendu en série. Heureusement. On ne veut pas voir de coureur fantôme au deuxième but pour commencer une 10e manche. Je comprends ce changement de règlement-là pour accélérer les matchs durant la saison régulière, mais là, on arrive au vrai baseball, puis on va avoir le vrai baseball jusqu'à la fin des matchs. Ça sera 18 manches si c'est le cas, comme on l'a vu par le passé, mais là, il n'y a plus de coureur fantôme, puis on épuise notre enclos de relève jusqu'à ce que mort s'en suive.
Pascal, on continue dans l'actualité de ce qui s'est passé dans les derniers jours avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les séries éliminatoires. Les Cardinals de Saint-Louis qui ont annoncé que Chaim Bloom, l'ancien boss des opérations baseball des Red Sox de Boston, s'en va maintenant prendre la tête des Cardinals. Pas dès cette année, parce que John Moliziak va quand même rester pour 2025 comme prévu, va prendre sa retraite par la suite. Mais c'est à partir dans le fond, dans un an, à peu près jour pour jour, ou du moins après les séries éliminatoires 2025, que Bloom va prendre la tête des opérations baseball des Cards. Entre-temps, va prendre plus de place évidemment dans l'organisation. Il est arrivé il y a un an comme conseiller ou comme adjoint à la direction. Et ce sera une année de transition quand même à Saint-Louis parce que, bon, on apprend que Paul Goldschmidt ne reviendra pas. On ne va pas lui offrir de nouveaux contrats. On apprend qu'on veut miser beaucoup plus sur le développement des joueurs et on veut couper donc dans le gras au niveau de la masse salariale. Ce que ça veut dire, Nolan Arenado pourrait être disponible sur le marché. Contreras, le receveur, pourrait être disponible sur le marché. Je ne sais pas qui va le prendre à ce salaire-là, mais pourrait être disponible quand même sur le marché. Sonny Gray pourrait être disponible sur le marché aussi. Donc, une période de changement après 2 années difficiles là, qui s'en viennent du côté de Saint-Louis. Bien, on l'a vu l'an passé, hein, les Cards qui ont fini dernier au classement de leur division. Cette année, les espérances étaient quand même là parce que Saint-Louis, c'est une ville de gagnants là, quand on parle de baseball. Ça ne s'est pas passé. On a passé proche à un certain moment donné. On s'est rapproché de la tête. Les Brewers n'étaient pas vraiment en danger là, dans cette division-là. Mais n'empêche que c'était prévisible. C'était très, très, très prévisible. Puis si les Cards avaient été vendeurs à la date limite, ben, tous les noms que tu as nommés seraient possiblement déjà partis au moment où on se parle. Puis c'est juste le fait qu'ils étaient prêts puis qu'ils ont quand même pris la chance d'aller chercher quelques joueurs supplémentaires. Mais ça fait quelques années qu'on patche des trous, là, pardonnez-moi l'expression, mais on se fie sur le noyau, mais le noyau, force est d'admettre qu'il n'y a plus de l'air intéressé de jouer là tellement. Arenado, Goldschmidt, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Puis, c'est à savoir, est-ce que ça va sauver l'emploi d'Oliver Marmol, le fait qu'on aille chercher des nouveaux joueurs? Puis, tu parles de développer les talents. C'est là qu'on a erré au cours des dernières années à Saint-Louis à développer des talents. Mason Wynn est une exception parce qu'il a beaucoup de talent, mais on l'a échappé avec Carson, on l'a échappé avec beaucoup d'autres joueurs. Donc, si on veut développer des talents, bien, ça va prendre un environnement différent. On s'entend là-dessus. Il va avoir. C'est un bon chantier quand même, là, surtout que, écoute, je vais reprendre les propos d'un gérant qui dirige dans cette division-là, Greg Console, qui dit on a du retard sur les Brewers de Milwaukee. Là, en ce moment, c'est le niveau d'excellence des Brewers de Milwaukee. Il faut que tu réussisses à te remonter à ce niveau-là. C'est ce que les 4 équipes de cette division-là aspirent à faire. Puis depuis quelques années, c'est quand même un défi qui est très, très, très colossal. J'ai peur que ça soit peut-être un petit peu trop tard pour les Cards parce que justement, là, il y a d'autres équipes qui poussent. Les Pirates, les Cubs, les Reds, on les attend, mais ils s'en viennent. Peut-être qu'on le fait 1 an, 2 ans trop tard, ce changement de cap, puis ça risque de faire mal à long terme. Puis moi, ce que je me demande aussi, c'est, bon, on va visiblement garder Oliver Marmol parce qu'on ne congédiera pas un gérant. Ben, tu sais, ça aurait probablement déjà été annoncé, mais on ne congédiera pas un gérant 1 an avant de changer de direction. Mais est-ce que dans 1 an, on va décider de changer? Est-ce qu'on va amener Molina? Probablement que Skip Shoemaker ne sera plus disponible. Ça va être des questions à se poser. Tu sais, encore une fois, ça revient à ta question, Sébastien. Est-ce qu'on est 1 an ou 2 trop tard? Donc, on verra. Le temps nous le dira du côté de Saint-Louis. On a un commentaire ici de Matt qui nous dit « Hey les gars, vous ne parlez pas des Blue Jays en série. » Aucune chance qu'on parle des Blue Jays en série. Il ne se passe pas grand-chose avec les Blue Jays présentement. C'est pour ça qu'on n'a pas lancé notre traditionnel blog sur les Blue Jays qui va probablement, Sébastien, prendre relâche là, dans les prochaines semaines parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Ceci étant dit, on avait quand même un petit sujet Blue Jays et Mathieu l'a souligné ici. Les Blue Jays qui ont remercié leur no-hitting coach, un bon quand même. Les Blue Jays donc qui ont dit au revoir à leur entraîneur des frappeurs. Ça faisait 6 ans qu'ils étaient là, donc ils étaient là depuis que Vladimir Guerrero Jr. et Bo Bichette étaient dans le baseball majeur. Moi, ce que j'ai hâte de voir, bon, on a dit au revoir au coach des frappeurs. Est-ce que Don Mattingly va être appelé à soit se rediriger dans la direction ou à partir complètement de l'organisation des Blue Jays parce qu'il y avait un coordonnateur offensif au-dessus de ce coach-là, donc c'est pas juste de sa faute non plus. Là.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que c'est le premier d'une longue lignée de congédiements qui s'en vient? On ne le sait pas. Est-ce que Don Mattingly va en faire partie? Tu sais, là, on est en train de commencer la saison morte, donc on est en train d'un petit peu de placer nos pions. Mais, tu sais, ça va prendre des changements. Puis, un congédiement, par exemple, de John Schneider, ça ferait ramener notre bloc sur les Blue Jays dans le Ouais. podcast parce que, tu sais, à un moment ou à un autre, c'est inévitable, mais peut-être que ce ne sera pas tout de suite. Mais au moins, ça ne fonctionnait pas avec l'entraîneur des Frappeurs. On n'avait pas de résultats sur le terrain. Donc, à ce niveau-là, on a pris la bonne décision. Mais là, il va falloir trouver la bonne personne pour le placer dans cette situation-là qui n'est pas si évidente que ça. Mathieu qui nous mentionne, ça a été Mattingly qui a mis Bichette après Guerrero dans le line-up en début de saison. Là. Ça, la fameuse décision que Sébastien n'a jamais compris. Non, je pense pas que ça soit Mattingly. Vieille école, ça me surprendrait beaucoup. Là. Ça fait très département de l'analytique. Les départements des petits génies. Oui, je me suis retenu, là. C'est toi qui l'as ramené. Oui, j'aime ça de craquer un peu. On a quelques petits commentaires ici sur les White Sox là, que je veux lire. Jean-Michel qui nous mentionne que Jerry Reinsdorf, qui est le propriétaire, c'est le meilleur moyen de rester dans les bas-fonds. Tu as raison, parce qu'en plus, on a annoncé qu'on veut couper dans le gras pour l'année prochaine parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de partisans dans les estrades. Ça fait pas beaucoup de revenus des gens qui boivent de la bière. Mais non, c'est sûr que si tu as une équipe de 121 défaites, moi non plus, je n'irai pas te voir. Et Jean-Philippe qui nous mentionne, le propriétaire a dit qu'il cherchait un nouveau coach à Chicago. Sizemore va peut-être rester. En fait, ce qui a été dit, c'est qu'au début, il était amené purement comme intérim et là, on ouvre la porte potentiellement à le garder, mais on va quand même regarder à l'extérieur de l'organisation, voir s'il y a une autre possibilité. Je vais répondre à la question de Sylvain ici. Croyez-vous qu'Édouard Julien a toujours un avenir dans le baseball majeur? Oui, je pense qu'il y a un avenir dans le baseball majeur. Je me demande de plus en plus si cet avenir-là est au Minnesota parce qu'il y a des jeunes qui poussent. Rocco Baldelli a été reconduit dans ses fonctions de gérant, donc je ne sais pas jusqu'à quel point il le voit dans sa soupe. Donc, peut-être que ce sera ailleurs, peut-être que ce sera au Minnesota, mais oui, c'est un frappeur du baseball majeur qui, selon moi, a été victime de la gang de la deuxième année, mais qui est un bon frappeur quand même. Et est-ce qu'Otto Lopez mérite un contrat à long terme cet hiver? À long terme, je ne m'attends pas parce qu'un joueur de sa trempe, surtout quand il commence dans le baseball majeur, il est à quelques années de l'autonomie. Ce n'est pas un candidat à obtenir un contrat à long terme. Mais je m'attends à ce que les Marlins de Miami choisissent de le ramener et lui offrent un contrat garanti d'1 an du baseball majeur avec une petite augmentation salariale. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un rôle quand même important aussi l'an prochain à Miami, qu'il n'y aura pas une équipe nécessairement plus forte. Pascal, petite question pour toi par rapport aux Giants de San Francisco. 3 ans après son départ du terrain en tant que receveur vedette de l'équipe, Buster Posey, qui était actionnaire minoritaire du club, ajoute à ses fonctions celle de président des opérations baseball à l'âge de 37 ans. Évidemment, il est étiqueté Giants de San Francisco. C'est pas pour rien que quand il y avait lui et Madison Bumgarner, aussi bon soit-il, c'est Bumgarner qui est parti. Il y a eu un peu l'impact d'un Yadier Molina à une certaine échelle là, du côté des Cards de Saint-Louis. Ça a été un grand receveur de sa génération. Et là, on compte sur lui, sur ses acquis des 3 séries mondiales pour essayer de ramener les Giants à bon port. C'est un bon move. C'est un bon move parce qu'il est une légende à San Francisco, une jeune légende. Là. Tu as dit son âge, 37 ans. Écoute, c'est jeune pour avoir un poste de cette trempe-là. Moi, je pense que ça va faire du bien aux Giants. Les Giants, ce n'était pas nécessairement une destination courue par les joueurs autonomes. Ça a changé un peu à l'entre-saison cette année. Là. On est allé chercher quand même des gros noms. Maintenant, est-ce que la venue de cette emblématique personne-là, cet individu-là, va faire une différence? Selon moi, c'est oui. Ça va garder quand même l'entité très populaire à San Francisco, puis ça va continuer d'attirer des spectateurs. Puis c'est un très bon move là, pour la concession. Puis il est jeune par contre, mais il connaît le métier, puis il sait comment gagner. Petite question que j'aimerais lancer à Sébastien là-dessus. Si ça va mal, penses-tu que ça va devenir un problème de se dire comment tu congédies ou comment tu sais, surtout qui est actionnaire, là, mais comment, si ça ne fonctionne pas, comment tu tasses Buster Posey de là? C'est un peu condamné à réussir, trouves-tu?
Oui, c'est vrai, mais si ça ne fonctionne pas, je pense que ça va être à cause de l'entourage. Tu sais, on le place dans une situation où il est à un très jeune âge pour ce genre de poste-là. Puis là, il va prendre des décisions importantes, mais il ne les prendra pas seul. Donc, Non. si l'entourage, l'état-major des Giants fait que c'est Posey au final qui prend des mauvaises décisions, mais peut-être que ça va être plus facile d'essayer de faire un ménage au sein de la direction puis de garder Posey à cette situation-là. C'est sûr que à cette position-là, c'est sûr que de l'extérieur, peut-être que ça ne paraîtra pas si bien que ça, mais ça ne veut pas dire que si ça ne va pas bien pour Posey ou pour les Giants, que ce sera nécessairement de sa faute, un peu comme Derek Jeter. Derek Jeter n'a pas été placé dans des situations favorables à Miami. Probablement qu'il y avait sa part du blâme, mais ce n'était pas seulement Jeter qui était à blâmer pour les déboires des Marlins. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pas beaucoup d'expérience, Buster Posey, mais très satisfait de voir qu'on fait confiance à un gars comme lui pour reprendre la barre du côté de San Francisco. Très bonne tête de baseball, par contre. On s'entend là-dessus. Il a dirigé des lanceurs pendant une couple d'années. Il est probablement receveur. capable de. C'est ça. Possiblement capable de diriger un département. Pas le même défi. C'est pas tout le monde qui réussit la transition, mais je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il se sent capable. Mais on parle de receveur, c'est une chose, mais je pense pas que Kirk à Toronto deviendrait nécessairement un très bon dirigeant dans le baseball majeur. Ça peut-tu être pire qu'en ce moment? Ça, c'est un bon point. J'ai rien dit, là. En parlant des Blue Jays, Martin ici qui nous demande, on pourrait-tu revoir Dante Bichette qui avait fait un petit passage là, quand même en 2022, si je ne me trompe pas, chez les Blue Jays. J'ai l'impression qu'on ne va rien exclure du côté de Toronto. Il n'y a pas eu de rumeur en ce sens-là, mais peut-être qu'on va y demander. C'est pas impossible. Pas une vilaine idée, Martin. Messieurs, actualité derrière nous. On passe maintenant à la course aux séries. En fait, je dis course aux séries, mais cette course-là est terminée. On est présentement passé le fil d'arrivée. Et ça s'est fait via une spectaculaire journée du côté d'Atlanta. J'ai été le premier à chialer sur la façon dont ça s'est fait qu'on doive aller jouer à Atlanta et je le maintiens. Ceci étant dit, Pascal, le premier match nous a donné une scène de cinéma là, avec les Braves et les Mets qui s'échangeaient l'avance d'un côté et de l'autre. Francisco Lindor avec un dos... écoute, peut-être que c'est trop fort de dire un dos en compote, mais je vais le dire quand même, qui réussit quand même à frapper un circuit en 9e manche comme ça pour donner l'avance aux Mets de New York et finir par battre les Braves d'Atlanta et se qualifier en séries éliminatoires. Les séries n'étaient pas commencées, Pascal, mais en même temps, il était un peu commencé. Là. Il était un peu commencé. Puis à voir comment la relève des Braves s'est comportée dans le premier match, ça n'a pas dû donner beaucoup de confiance à Brian Snitker, surtout que lui, il savait un peu ce qui allait se passer peut-être avec Chris Sale, là, qui était censé débuter le deuxième match, finalement, qui ne l'a pas débuté. Ça devait pas être très, très jojo dans sa tête, mais n'empêche qu'il avait quand même l'équipe pour remporter le deuxième match. Puis ce que je disais à Sébastien Ordonne tout à l'heure, ceux qui étaient dans la pire posture au monde, c'est les dirigeants, les joueurs des Diamondbacks qui étaient chez eux à regarder le match avec aucun contrôle, sachant qu'un match, un programme double, c'est fait pour être divisé. Là. Historiquement, on s'entend là-dessus. C'est ce qui s'est passé. Ça fait qu'eux, je pense qu'ils étaient d'emblée éliminés avant même que la journée débute. Mais ça a été vraiment un drôle de programme double. Ça s'est calmé dans le deuxième match. Victoire des Braves. Mais le premier match, ça a été spectaculaire. Puis moi, je n'étais pas en posture d'écouter nécessairement, mais j'avais tellement de notifications sur mon cellulaire que je n'ai pas eu le choix de porter attention. Là. Non, c'est ça. Ben, c'est une belle victoire pour le baseball majeur quand même de voir que ça s'est terminé de cette façon-là. Sébastien Pascal parlait tantôt là, du fait que les Diamondbacks étaient probablement les plus grands perdants. Ils attendaient à la maison un petit peu en attente de ce qui allait se passer. On les a vus après le match numéro 1 publier une photo Let's go Mets parce que bon, il n'y avait pas le choix d'espérer un balayage à ce point-ci. Puis tu sais, il était tellement impuissant. Pascal l'a dit, un programme double historiquement, c'est fait pour être divisé. Et là, en plus, on s'entend que les Mets, là, ils ont rappelé un lanceur qui n'a pas lancé dans le baseball majeur de l'année ou presque. Francisco Lindor, là, moi, je pense qu'avant d'envoyer ce gars-là à l'Areco dans le match numéro 2, il aurait envoyé un releveur jouer à l'Areco. Avec son dos, il n'y avait aucune chance que ce gars-là se présente. Ce gars-là aurait pu prendre un avion directement pour aller jouer à Milwaukee. On ne savait pas si ça allait être Milwaukee ou San Diego à ce moment-là, mais on comprend le point. Là. Il aurait pu ne pas être dans le stade et ça n'aurait rien changé. Ce gars-là n'était pas un facteur pour le match numéro 2. Donc, forcément, les Diamondbacks, ils savaient avant de commencer la journée qu'il y avait quand même des bonnes chances qu'ils ne passent pas. Oui, exactement. Pascal l'a dit, il était
pratiquement éliminés dès le moment où on savait que le programme double allait avoir lieu. Ouais. Les D-backs étaient pratiquement éliminés parce que oui, un programme double est fait pour être divisé. Et en plus de ça, on le sait que l'équipe qui allait remporter le premier match allait vider son club, dans le sens qu'elle n'allait pas mettre leur partant ou seulement quelques-uns dans l'alignement. On allait reposer nos lanceurs. Donc, on n'avait aucun intérêt à essayer de gagner cette rencontre-là. Tout ce qu'on veut, c'est passer au prochain niveau. Donc, c'était presque écrit dans le ciel que ces deux équipes-là allaient se retrouver en série wildcard et que ce serait l'Arizona qui, malheureusement, allait arriver à court, mais c'est pas comme s'ils n'avaient pas eu leur chance plus tôt dans la saison non plus. Là. Ils ont quand même eu 162 matchs pour y arriver. Là. Exactement. Finalement, auront été victimes de ces circonstances-là. On a Jean-Philippe ici qui nous mentionne un des bons matchs que j'ai vus cette année. Les deux releveurs numéro 1 qui s'affrontent dans la 8e manche respective, ça donne quand même une bonne pièce de cinéma. Et ça fait en sorte que on tire officiellement un trait sur cette saison 2024 et on laisse place aux séries éliminatoires. Le portrait dans la Ligue américaine, les Yankees terminent au premier rang, obtiennent donc un bye pour la série Wildcard et affronteront le gagnant de la série entre les Royals et les Orioles. Les Guardians qui terminent au deuxième rang. Et eux, ils vont affronter le gagnant de la série entre les Tigers et les Astros. Dans la Ligue nationale, le portrait s'est clarifié aujourd'hui. Les Dodgers vont affronter le gagnant de la série entre les Braves d'Atlanta et les Padres de San Diego. Donc, les Braves d'Atlanta qui partent d'Atlanta prochainement et qui très rapidement devront être de l'autre côté du pays. Je sais qu'ils ne volent pas en classe économique, mais quand même, c'est un bon voyage là, pour une veille de série après avoir joué 2 matchs importants. Et les Phillies de Philadelphie qui ont terminé au deuxième rang de la Ligue nationale obtiennent eux aussi un laissez-passer, vont affronter le gagnant de la série entre les Mets de New York et les Brewers de Milwaukee. Messieurs, c'est un spécial séries éliminatoires. Donc, on va analyser les différentes séries une à une, les 4 séries wildcard, évidemment, parce qu'on ne peut pas tout de suite se rendre aux séries de division. Et on va y aller aussi de nos prédictions. Donc, ceux qui ont des prédictions, n'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent en live là, sur Facebook, sur X et sur YouTube présentement, à nous donner, vous aussi, vos prédictions là, pour le début des séries. Pascal, les Tigers de Détroit et les Astros de Houston qui vont croiser le fer. Les Tigers qui sont de retour en série pour la première fois depuis 2014 avec le gérant A.J. Hinch, qui a connu passablement de succès de façon plus ou moins légale avec les Astros de Houston à une autre époque. Les Astros qui, eux, équipe probablement la plus expérimentée ou l'une des plus expérimentées en série. 7 présences consécutives, pas juste en série de division, en série de championnat pour les Astros de Houston. 2 bagues de la série mondiale, 4 présences en tout de la série mondiale durant cette séquence-là. Comment tu évalues cette série-là? Là? Est-ce que tu penses que ça va se jouer sur le monticule, au bâton, les gérants? Là? Qu'est-ce qui est à surveiller selon toi? Écoute, plusieurs choses, plusieurs détails à remarquer. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, les Astros, c'est une machine de baseball là, au cours des dernières années. Là. Je pense que peu importe le vol des signaux ou pas, là, ils ont prouvé que même par la suite, ils ont réussi quand même à bien performer. Ça va se passer, oui, sur le monticule. Dès le premier, moi, je donne le premier match aux Tigers avec Tarik Skubal sur la butte, mais c'est le seul match que je leur donne. Donc, je vois Houston l'emporter. Valdez, Brown, Kikuchi, moi, je pense que je donne l'avantage, là, outre Skubal, je donne l'avantage sur le monticule aux Astros. Ouais. Malgré que j'ai lu tout à l'heure que Yordan Alvarez a 50% des chances de participer au premier match. Ils vont sûrement s'arranger pour qu'il participe au premier match parce que là, il y a plusieurs combinaisons s'il ne réussit pas à participer. Houston, moi, je pense qu'ils sont en série depuis à peu près la mi-saison parce que souvenez-vous qu'ils ont eu un début de saison catastrophique. Ouais. On ne savait pas s'ils allaient réussir à se relever. Semaine après semaine, mois après mois, ils ont gagné au classement au détriment des Mariners de Seattle qui, eux, au contraire, se sont un peu écroulés à l'inverse. Ouais. Mais
Houston arrive avec un certain momentum. Oui, Détroit arrive avec un momentum incroyable, mais au chapitre des momentum, moi, je donne plus celui à Houston parce qu'on est à domicile. Malgré qu'on a vu aujourd'hui que les Mets ont remporté le premier match à Atlanta, donc ça ne veut rien dire en série. Mais je donne quand même avantage aux Astros. En combien de. En 3 matchs, donc les Astros, vu matchs. que Tarik Skubal va gagner la première partie. J'ai Exact. un peu la même lecture de la situation. Jean-Philippe est dans le même esprit, mais pas exactement, parce que lui, il dit que Skubal va gagner le premier match et que par la suite, ce sera difficile pour les Astros de gagner les 2 suivants. À ses yeux, c'est la surprise de la série Wildcard parce qu'ils sont en feu depuis la blessure de Javier Baez. Et Sébastien, j'en avais fait un texte justement sur le patient MLB. Depuis que Trey Sweeney est arrivé là et qu'il a pris l'Areco, évidemment, il n'y a pas juste lui qui a contribué, mais il a fait ce que Javier Baez est payé pour faire depuis 3 ans et qu'il ne fait pas, sécuriser la position la plus importante de l'avant-champ. Évidemment, là, je ne comprends pas lanceur et receveur, là, mais des 4 joueurs de position là, sur les coussins, c'est la position du capitaine honorifique de l'avant-champ. Il a sécurisé cette position-là avec sa grande expérience de maintenant 6 semaines dans le baseball majeur, ce que Baez n'a jamais réussi à faire. Et il a amené les Tigers en série. Les Tigers qui, à mes yeux, Olivier, sont l'équipe Cendrillon là, des séries éliminatoires de 2024. Oui, le visage de cette équipe-là a changé drastiquement après la perte de Baez. Sweeney qui, oui, a stabilisé la position à l'arrêt-court, autant défensivement qu'au bâton, parce qu'il y avait Baez, c'est capable de faire les jeux défensivement, mais au bâton, c'est atroce. S'élance sur des lancers à 3 pieds de la zone des prises. Donc, il n'y avait plus rien qui marchait depuis plusieurs années offensivement. Puis là, on a amené cette petite étincelle-là, puis une petite étincelle qui pourrait les amener, ils ne se rendront pas au bout selon moi, mais ça pourrait les amener en série division. Moi aussi, comme Jean-Philippe, je les vois remporter la série en 3 matchs. Je crois que Tarik Skubal va remporter le premier match et qu'on va trouver le moyen de compléter le travail, surtout en considérant l'état de santé de Yordan Alvarez et de Framber Valdez également, qui a quitté son dernier départ. On ne sait pas trop dans quel état il est. Donc, peut-être que ça pourrait faire mal aux Astros à ce niveau-là. Si on n'a pas notre meilleur frappeur qui fait peur dans l'alignement, qu'on peut accorder des buts sur balle intentionnels. Donc, tu sais, ça change un petit peu la dynamique lors des matchs. Puis j'ai l'impression que l'étincelle va se rendre jusqu'à battre les Astros. Je regarde les commentaires, les gars. Je pense que tout le monde a l'air de penser qu'avec le premier match de Tarik Skubal, les chances sont bonnes pour les Tigers de Détroit. Après, ça va être un petit peu plus difficile. Puis c'est là que c'est mitigé aussi un petit peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, je pense que les Astros vont gagner en 3 matchs, mais je pense aussi que Tarik Skubal est capable d'aller chercher le premier duel. Peut-être que le fait de ne pas avoir joué dimanche va donner un repos supplémentaire aux Astros qui va leur être bénéfique. On verra aussi ce que ça va donner. C'est quand même pas un club qui a joué 162 matchs cette année. Là. On chialait là-dessus sur les Mets et les Braves que c'était une possibilité. Ça a été une réalité pour les Astros de Houston. Puis donc, on verra ce que... Si Yusei Kikuchi remporte le 3e match, ben, ça va être un baume sur les partisans des Blue Jays, là, qui pourront voir au moins un des leurs gagner un match en série. Oui, absolument. Très bon point. Ça, c'est drôle. Sébastien, je te pose la question de Jean-Michel ici. Torkelson, le joueur de premier but des Tigers de Détroit, peut-il être le joueur surprise de la série contre les Astros? Mais pourquoi pas? Ce gars-là a tellement de talent, tellement de potentiel. On l'attend depuis tellement longtemps. Puis on a vu des flashs dans les dernières années. Par moment, là, ça peut être un des meilleurs joueurs de la Ligue. Puis par d'autres moments, on ne le voit pas du tout. Il est complètement effacé. On le retournerait dans les mineurs. Donc, s'il est hot pendant cette séquence-là, oui, certainement, il peut faire la différence. On a un commentaire de mon père ici qui nous mentionne aimer le fait que AJ Hinch retourne en série contre les Astros de Houston. C'est sûr que ça va être une histoire à surveiller, évidemment, là, de ce côté. Ça pourrait jouer là aussi. Hein? Je pense qu'on a un net avantage au niveau des gérants. Là. Oui, absolument. J'ai hâte de voir ce qu'Espada peut faire contre son ancien patron, dans les faits, parce qu'il a été coach de banc sous AJ Hinch pendant 2 saisons. Il a appris là, de Dusty Baker, donc il a appris de 2 très bons gérants, mais là, il vole de ses propres ailes. Est-ce que ça va rouler vite pour lui à certains moments? C'est ça la question qu'on se pose, parce que AJ Hinch est capable de faire ralentir le match comme gérant. Espada, ça reste à voir encore. Messieurs, les Royals de Kansas City seront du côté du Maryland à Baltimore pour affronter les Orioles
Les Royals qui ne se sont pas rendus en séries éliminatoires depuis 2015. À ce moment-là, on se souviendra qu'il avait battu les Mets de New York en série mondiale. Le seul joueur, Pascal, qui reste de cette époque-là et qui est encore avec les Royals, ben, il est derrière le marbre et il s'appelle Salvador Perez. Ça, c'est incroyable, hein? Ouais. Puis je pense que tu l'avais bien dit. Tu l'avais bien dit cet été, là, à un moment donné, on s'en était parlé. Bobby Witt Jr., c'est le moteur, mais le cœur, ça reste Salvador Perez. Moi, j'ai certains doutes. J'aimais certains doutes par rapport aux Royals. Puis j'aime leur rotation en passant. Hein. Peu importe là, qui on va envoyer. Déjà, je pense que les Royals sont les seuls qui ont affiché leurs 3 lanceurs partants avec les Astros. On parle de Reagans, on parle de Lugo et on parle de Waka qui lancerait le 3e match. Je donne un léger avantage quand même au niveau de la rotation aux Royals parce que, à part Burns, à Baltimore, il y a beaucoup de points d'interrogation. On est allé chercher Eflin à la date limite. Sinon, le 3e partant, ça va être qui? Ça va être Kramer, ça va être Suarez. Il y a quand même un point d'interrogation. Si les Orioles doivent l'emporter rapidement. Peuvent pas prendre la chance de se rendre au 3e match. Puis, côté attaque maintenant, depuis la blessure à Pasquantino, on a vu que les Royals n'étaient plus les mêmes parce qu'il n'y avait personne. Salvador Perez, il est quand même âgé, là, oui, il a du vécu, mais Pasquantino protégeait Witt dans l'alignement. Puis avec sa blessure, ben, ça a fait du mal. Witt n'a pas nécessairement beaucoup ralenti, mais les Royals ont ralenti. Puis on a vu que ça a été difficile la fin de saison. C'est pour ça que moi, je donne un léger avantage à Baltimore avec l'attaque qu'ils ont, malgré que l'attaque a quand même été assez silencieuse au cours des dernières semaines de la saison. On dirait que les Orioles se sont juste maintenus en vie en attendant que les séries débutent. Puis peut-être que ça va être un avantage pour eux. Là. Il y a certains joueurs qui se sont reposés. Mais moi, je vois les Orioles l'emporter en 2 matchs. Sébastien, dans cette série-là, on a 2 équipes qui sont quand même similaires dans le sens où si on s'était parlé il y a 2-3 ans, on se dit, ben écoute, c'est des équipes qui sont au fond du classement, puis dans quelques années, peut-être qu'un jour, ce sera 2 équipes émergentes qui s'affrontent en série. C'est un peu comme nous le mentionne Jean-Philippe, je trouve ça dommage que ces 2 clubs-là s'affrontent en partant. Mais finalement, c'est dès maintenant que ça se passe. Les Orioles de Baltimore qui n'ont pas une fiche aussi reluisante que l'an passé, qui n'ont peut-être pas le même aura que l'an passé non plus. L'an passé, c'était tremper les pieds en séries éliminatoires, puis finalement, on avait subi un balayage aux mains des Rangers du Texas. Et finalement, là, c'est au tour de Kansas City d'arriver en série. Les Orioles, Sébastien, n'ont pas gagné un match en série depuis 2014 parce que l'an passé, ils n'ont pas gagné de match. Les Royals n'ont pas gagné un match depuis 2015, donc il y a une tendance qui va s'inverser dès demain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner versus ces 2 équipes-là qui sont jeunes, qui sont émergentes, mais qui ont quand même leurs faiblesses. Ce n'est pas des équipes qui sont invincibles. Non, exactement. Puis on l'a vu dans le dernier mois. Là. Ces 2 attaques-là au mois de septembre étaient totalement anémiques. On ne les a pas vues, sauf peut-être les Orioles à la toute fin, alors qu'ils avaient confirmé leur présence en séries éliminatoires, donc ça ne comptait pas vraiment. Mais on parlait de Vinny Pasquantino tantôt. Pour être de retour dès demain, 2 semaines à l'avance sur son programme de réhabilitation. Donc, ça pourrait faire une différence dans cette attaque-là. Pascal, très bon point que tu as amené. Il pourrait protéger Bobby Witt dans l'alignement de frappeur, puis ça peut faire la différence offensivement contre une rotation et un enclos de relève qui est très, très mince. Là. On a beaucoup de trous au niveau du monticule chez les Orioles. Puis c'est peut-être là que les Royals pourraient prendre une avance dès demain. Puis s'ils prennent l'avance dès demain, je pense que ça va être terminé. Moi, je vois les Royals, à l'inverse de toi, Pascal, remporter la série en 2 petits matchs. Je pense que la série va peut-être se jouer demain, mais j'ai vraiment l'impression que les Royals vont pouvoir prendre cette série-là assez rapidement. Ils vont peut-être profiter aussi du fait que Corbin Burns accorde beaucoup de buts volés. On a de la rapidité chez les Royals. On risque, si on se rend sur les sentiers, c'est sûr qu'on va peut-être abuser cette faiblesse-là. Puis on va mettre la pression sur la défensive des Orioles. Puis c'est peut-être de cette façon-là qu'on va gagner. Moi, je pense que Salvador Perez va voler 2 buts demain. Excuse-moi, j'ai-tu dit Perez? Je voulais dire Bobby Witt Jr. Ben oui. Peut-être qu'il va frapper un triple aussi. Oh, oui. Ça se peut. Il va prendre une page du livre d'Aleandro Kirk. On a Patrick ici qui nous mentionne il choisit les Royals en 3. Les partants et le MVP Bobby Witt Jr. vont faire la différence.
Jean-Michel qui nous mentionne qu'Adley Rutschman semble complètement perdu depuis un bout, tandis que Bobby Witt est en feu, c'est chacun de son côté. J'ai un peu la même lecture de la situation que Jean-Michel. Les Orioles ne sont pas nécessairement à prendre à la légère, mais je pense que les Royals sont capables de battre Corbin Burns et je ne pense pas que ça va prendre nécessairement trop de points parce que justement, l'attaque présentement ne fonctionne pas. On peut parler de Rutschman, mais il faut parler aussi de Gunnar Anderson, qui a connu une superbe première moitié de saison, qui était décidément dans la course pour le MVP. Puis là, présentement, bon, c'est une deuxième moitié de saison qui est un petit peu plus compliquée là, pour le joueur d'arrêt court. Je pense que les Royals vont réussir un balayage. Je vois une victoire en 2 matchs là, du côté de Kansas City. Mais évidemment, là, on verra ce que ça va donner sur le terrain. Peut-être que les Orioles peuvent surprendre aussi parce que, comme je l'ai dit, les Royals, vous l'avez mentionné aussi, n'ont pas nécessairement des airs d'une équipe invincible présentement. Peut-être qu'ils le seront dans quelques années, mais présentement, ce n'est pas une équipe qui est invincible. Puis on sentait la frustration en fin de saison à Baltimore. Là. On voyait des gestes de frustration justement de Gunnar Anderson, d'Adley Rutschman, puis le gérant Brendan Hyde semblait pas avoir de solution. On dirait qu'il avait un petit peu perdu le nord à ce niveau-là. Il n'était pas capable de ramener ces jeunes joueurs-là. Donc, dans un environnement où toute la pression va être sur Baltimore, j'ai comme pas l'impression que ces joueurs-là vont être capables de sortir leur meilleur. C'est le jeu qui ont placé sur le terrain en première moitié de saison. Non, exactement. Donc, puis tu sais, on le dit souvent, ça prend de l'aide sur le monticule là, pour gagner en séries éliminatoires. Puis, vous remarquez que j'ai choisi Houston, j'ai choisi Kansas City. Les 2 autres équipes, Detroit et Baltimore, ben AJ Hinch a dit on commence avec Tarik Skubal, puis après, il a quasiment dit on pige un nom dans le panier, puis ce sera lui qui va y aller. Puis du côté de Corbin Burns, après, on ne sait pas comment on va y aller. Donc, beaucoup moins de stabilité à ce niveau-là. Là, c'est des aspects aussi qui m'ont poussé à considérer ces 2 équipes. Ligue nationale, messieurs. Les Padres de San Diego attendaient bien au chaud en Californie de savoir qui allait venir les rejoindre et finalement, la logique a été respectée. Il y avait 3 chances sur 4 mathématiquement que ce soit les Braves d'Atlanta qui se pointent en ville. Ça aurait pris un balayage des Mets aujourd'hui, ce qui n'est pas arrivé. Et finalement, les Braves qui se retrouvent du côté de San Diego. Pascal, bon défi pour les Braves qui ont joué 18 manches de baseball aujourd'hui, lundi le 30 septembre. Qui vont devoir composer sans Chris Sale, qui vont prendre un avion, qui vont s'envoler, qui vont changer de 3 zones de décalage horaire pour aller jouer en Californie contre des Padres qui, depuis un bout, font excessivement peur. Ben, le champagne a dû avoir un goût léger, selon moi, là, parce qu'on sait qu'on a quand même été obligé de sabrer le champagne après la victoire. On savait qu'on allait prendre un avion direction San Diego, tu l'as nommé. On traverse le pays au complet. Je ne sais pas comment les Braves vont faire pour maintenir l'adrénaline qu'ils avaient là, quelques heures auparavant, mais San Diego part favori, évidemment. Puis moi, je vois les Padres l'emporter en 2 matchs parce qu'en plus, Chris Sale est tellement un point d'interrogation qu'il ne lancera pas lors de cette série-là. Donc, avantage San Diego monticule, avantage San Diego en attaque parce que un peu comme Baltimore, Atlanta n'a pas eu la même année qu'ils avaient eu l'année passée. Là, était un peu moins reluisant, malgré qu'il y a quand même Marcell Ozuna qui a joué un petit peu au-dessus de sa tête. Olsen a eu une bonne saison, mais je vois quand même la saison des Braves là, s'arrêter à San Diego. Il y a Patrick qui a une lecture similaire de la situation. San Diego en 2. Facile, dit-il. Sébastien, est-ce que tu penses que ça va être facile pour San Diego de se débarrasser des Braves? Oui, ça va être facile. Malheureusement pour les Braves, c'est sûr que ce n'est pas une situation évidente, mais c'est avec ça qu'ils doivent naviguer. Donc, ça ne sera pas facile. Si on avait une petite chance, on s'entend que pour moi, ils n'ont aucune chance, mais si on avait une petite chance de battre les Padres, ça allait passer par Chris Sale. Chris Sale ne sera pas disponible. Donc, encore là, c'est pas que Max Fried n'est pas un bon lanceur, mais dans ces circonstances-là, je ne vois pas l'attaque des Braves lui donner du soutien. Donc, on va avoir toute la pression. Par la suite, on ne sait pas trop qui va lancer. Charlie Martin, probablement, mais ça va être la même chose. Donc, puis, je pense que les Padres ont l'équipe la plus complète parmi les 12 équipes qui sont qualifiées en séries éliminatoires. C'est très difficile de voir les Braves sortir de cette série-là. On a ici aussi mon père qui nous mentionne San Diego en 2.
Jean-Philippe qui nous mentionne les Padres en 2, il les voit aller jusqu'au bout cette année parce que les Dodgers n'ont pas de profondeur après le 4e frappeur ni au monticule et eux autres, ils sont stackés de 1 à 8 au bâton. J'ai un peu la même lecture de la situation si on rajoute en plus, comme Patrick nous le mentionne, pas de Strider, pas de Acuna, là on enlève Sell. Ça n'a pas été une année facile, on a été testé du côté d'Atlanta, je pense qu'on va être fatigué, autant sur le long terme de toute cette saison-là, qui n'a pas été simple, mais des derniers jours aussi là, qui ont été quand même assez chaotiques, là, même si on ne s'est pas déplacé beaucoup. Mais ce gros déplacement-là, après avoir joué 18 matchs de baseball, je pense qu'il y a des gars qui ne trouveront pas drôle. Je pense qu'ils vont avoir de la difficulté à s'en remettre. Je vois les Padres se rendre jusqu'au bout de cette série-là. Puis, tu sais, Pascal, les Padres, là, tu essayes de leur trouver des faiblesses, ont quand même une bonne rotation, ont l'un des enclos de relève les plus redoutables du baseball majeur, ont une excellente avant-champ. Ils ont 8 joueurs. 7 parce que Seon Kim est blessé. Oui, le vrai joueur d'arrêt-court. On a ramené Xander Bogaerts à l'arrêt-court. Puis s'il se blesse, on en a d'autres des arrêts-courts. C'est pas le problème. Tu parlais de piger dans le panier. Tu penses-tu que c'est le nom de Bogaerts qui est sorti? Ils ont dit on a besoin d'un arrêt-court, on les met toutes. Puis il y en a Peut-être. On s'est créé un champ un petit peu on the fly en allant chercher Jurickson Profar. Ça a super bien fonctionné. Il est devenu l'espoir qu'il aurait dû être il y a 8-10 ans. On dit à Jackson Merrill, il n'y a pas de place pour toi à l'arrêt-court, justement. Va jouer au champ centre, devient un superbe voltigeur de centre. Fernando Tatis qui a trouvé une niche dans le champ droit. On a Luis Arraez qui frappe. Luis Arraez a 5 retraits au bâton depuis le match des étoiles. C'est du Tony Gwynn. Là. C'est toute une équipe là, du côté de San Diego quand même. Là. Il est tout le temps sur les buts, tout le temps. Puis ça en séries éliminatoires, ça, c'est fatigant. Quand on a des coureurs sur les sentiers, les lanceurs n'ont pas nécessairement la même concentration que si les buts sont vides. Donc, on met du trafic sur les buts. Ce ne sera pas lui qui va voler des buts qui courent super bien les sentiers, mais juste d'avoir du trafic, ça met la pression sur les lanceurs. Puis c'est là qu'on peut en profiter avec d'excellents frappeurs. Pascal, on a ramené Xander Bogaerts à l'arrêt-court, donc pour les séries. C'est pas le plus grand joueur d'arrêt-court de l'histoire défensivement, mais c'est quand même une position à laquelle il est habitué. Là. Les Padres ne sont pas dans le trouble non plus. Là. Non, puis on s'entend que c'est son coup de bâton qu'on veut. C'est pas nécessairement son jeu en défensif. Puis les Padres sont capables de marquer des points. Charles-Alexis, avant d'aller à la dernière série, je regarde le portrait. Dépendamment qui va l'emporter, on pourrait avoir des matchs, une série intra-division par la suite. Cleveland pourrait jouer contre Détroit, les Yankees pourraient jouer contre les Orioles, les Phillies pourraient jouer contre les Mets, puis les Dodgers pourraient jouer contre San Diego. C'est quand même assez exceptionnel. Là, c'est vrai. Ça rendrait justice au titre série de division. Oui, ce serait vraiment ça pour une fois que ça arriverait. Oui. Mais en tout cas, il y a des chances que ça arrive, mais San Diego, Dodgers, il y a plus de chances que ça arrive là, par contre. Il y a plus de chances que ça arrive, en effet. Peut-être un petit peu plus que du côté des Mets et des Brewers. Moi, les Brewers, c'est une équipe qui me fait peur si je suis un adversaire aussi, un petit peu plus que les Mets. Les Mets, en même temps, Sébastien, il y a une certaine aura autour de cette équipe-là présentement, de la façon dont c'est le relevé. Ça doit être grâce à Grimace et à Oh My God, là, deux éléments super importants là, de la conquête en séries éliminatoires des Mets dans les derniers mois. Mais les Brewers se relèvent d'à peu près tout ce qui peuvent se présenter sur leur chemin. Moi, je vois les Brewers gagner en 3 cette série-là, en tout respect pour les Mets là, qui ont vraiment une saison superbe là, par rapport aux attentes. Mais je pense que les Mets vont devoir se lever de bonne heure pour affronter Milwaukee. Puis se lever de bonne heure, ça va être dur considérant tout le voyagement qu'ils ont fait dans les derniers jours. Au moins, ils vont peut-être pouvoir se lever un petit peu plus tard parce que ça ne sera pas dans les premiers matchs de la journée. Donc, on va avoir un petit répit à ce niveau-là. Mais moi, j'y vais encore plus rapidement avec les Brewers en 2. Ah oui, okay. J'ai beaucoup de misère à voir comment les Mets peuvent même remporter un match contre les Brewers. Milwaukee fait tout bien. Il n'y a rien de spectaculaire, mais on joue de la petite balle, on appuie sur les bons boutons. On a un bon gérant qui sort un petit peu de nulle part, mais qui a fait le travail cette année. On a navigué à travers les blessures. On dirait que ce corps de joueurs-là se tient tellement qu'on est capable de faire face à n'importe quoi. C'est sûr que ça va être plus dur au fur et à mesure que les séries vont avancer, mais pour le moment, contre les Mets, qui sont une surprise, qui, oui, n'ont pas de pression en ce moment, tout semble cliquer, mais j'ai l'impression que là, on arrive un petit peu au bout du miracle. Pascal, de ton côté, comment vois-tu cette série-là?
Moi, je donne un match aux Mets. Je vois les Brewers l'emporter en 3. Est-ce que les Mets vont surprendre les Brewers dès le premier match? Possiblement. S'il y a un match à gagner pour eux, c'est celui-là. Mais je vois quand même Milwaukee remporter les 2 suivants à la maison. Puis les Brewers, moi, je les compare, c'est les Guardians de la Ligue nationale, là, tout simplement. Même genre d'équipe. Même genre de phénomène, c'est qu'on n'a pas de super étoile. On n'a pas nécessairement beaucoup de joueurs là, qui se démarquent match après match, mais tout le monde met ses bottes de travail. Tout le monde a un objectif commun, c'est de remporter des matchs. Puis peu importe la façon dont on peut y arriver, ben, les Brewers trouvent un moyen, comme les Guardians le font dans l'américaine. On a beaucoup de Brewers ici dans les prédictions. Ceci étant dit, on a Jean-Philippe qui, lui, ne croit pas aux Brewers. Ça ne les inspire pas. Ça ne lui inspire pas, voyons. Et les Mets en 3, c'est donc sa prédiction. Mais sinon, on a Patrick qui dit les Brewers en 2. C'est vraiment ça. Rien de spectaculaire, mais bien équilibré. C'est une bonne lecture de la situation. Tel père, tel fils. Mon père qui mentionne aussi, comme moi, les Brewers en 3. Ça doit être parce que je l'ai conditionné ou l'inverse. C'est arrangé. Oui, c'est ça. C'est arrangé avec le gars des vues. Les Mets n'ont rien à perdre, nous dit Jean-Michel, et c'est l'équipe un peu mal aimée du baseball, surtout à New York. Affronter les Brewers et leur structure autour du pitching, ça va prendre une grande série. J'ai l'impression que c'est une bonne lecture quand même là, de se dire que ça va tourner autour des lanceurs. Sébastien, corrige-moi si je me trompe, je pense qu'on va commencer avec Luis Severino sur le monticule pour le match numéro 1. Oui, exactement. Mais là encore, là, est-ce qu'il va avoir le soutien offensivement qu'on a vu aujourd'hui dans le programme double, dans le premier match du programme double? Ça, je suis un petit peu moins sûr. C'est sûr que le voyagement est moindre que ce que les Braves vont faire, mais quand même, c'est pas une situation idéale. Contre des lanceurs des Brewers qui, on le sait, vont faire le travail. Encore là, ce pas des lanceurs nécessairement spectaculaires, mais ils vont faire le travail. Donc, pour résumer, j'ai les Royals en 2, j'ai les Astros en 3, j'ai les Brewers en 3 et j'ai les Padres en 2. Sébastien, de ton côté? Moi, j'ai les Tigers en 3, les autres séries en 2, soit les Royals, les Padres et les Brewers. Là, Sébastien, là, tu le sais que l'an passé, j'ai pas été bon dans mes prédictions. Tu as pris 3 des 4 mêmes que moi. Es-tu stressé? Beaucoup. OK. J'ai pas aimé les dernières minutes. Là. Non, je comprends. Pascal, de ton côté, si on résume tes prédictions? Moi, j'ai Houston en 3, Baltimore en 2, San Diego en 2 et Milwaukee en 3. Ça veut dire que toi aussi, tu as 3 des mêmes équipes que moi. Là. Fait que les boys, surveillez-vous parce que ça se peut que vos prédictions ne soient pas super bonnes si la tendance se maintient. Mais si la tendance se maintient, ça veut dire qu'on aurait les Tigers, les Orioles, les Mets et les Braves qui passeraient en série de division. Ça serait quelque chose. Donc voilà, on vous invite à faire vos prédictions en conséquence. Pascal, si on se projette un petit peu dans l'avenir pour le plaisir, évidemment, il y a bien des choses qui peuvent changer d'ici là. Il reste 12 équipes en séries éliminatoires. As-tu une prédiction pour la série mondiale en date du 30 septembre? Moi, j'aime bien les Phillies. Oui. Évidemment, j'aime bien les Phillies, j'aime bien les Guardians. L'année passée, j'avais pris les Phillies contre les Yankees. Cette année, je retenterai ma chance avec les Phillies, mais cette fois-là contre les Guardians. OK. J'aime cette prédiction-là. Les Phillies qui ont de l'expérience dans les dernières années, les Guardians qui, j'ai l'impression, là, Pascal, dis-moi ce que tu penses la même chose que moi, là, les gars ont l'air de vouloir passer à travers un mur pour leur nouveau gérant Stephen Vogt. Là. Ça clique là-bas. Là, puis c'était des gros souliers à remplir après Terry Francona quand même. Là. C'est clair, mais il a tellement bien fité dans le moule Francona puis dans le moule de l'équipe que c'est comme si que c'était comme le garçon spirituel, le fils spirituel de Francona qui le remplaçait. Puis j'aimerais pas être une équipe qui se présente en 9e manche contre les Guardians parce que c'est comme les carottes sont cuites. Là. Oui, on pourrait jouer des matchs de 8 manches. Si les Guardians, on les devant. La dernière demi-manche en fin de 9e, on ne la joue pas si l'équipe à domicile a les devant, mais là, ça pourrait s'arrêter en 8e. Ouais. Emmanuel Classé, je pense qu'il y a 5 points mérités cette année. C'est pas parce qu'il a juste lancé 2 manches et 2 tiers. Là, ça a été un bon lanceur. Quand on dit intimidant, c'est au pied de la lettre. J'ai rarement vu un lanceur aussi. Tu sais, si c'était pas de Tariq Skubal, il y aurait une vraie chance de gagner le Cy Young, je pense. Moi, ça me rappelle Mariano.
Mariano Rivera avec les Yankees. C'est le même genre d'aura, c'est le même genre d'intimidation quand il se présente sur la butte. Puis il va arriver un moment ou un autre où il va l'échapper comme Mariano le fait par le passé, mais c'est tellement de constance au monticule quand il se présente en 9e manche que tu le sais que tu peux compter sur lui. Absolument. Sébastien, de ton côté, prédiction série mondiale. Ben moi, je vais être plate parce que je connais ta prédiction, puis c'est exactement la même pour les finalistes. Puis je me suis dit, pour mettre du piquant, ben, je vais mettre le gagnant différent. Donc, je vais. Ben oui, c'est ça. Mais je ne savais pas qui prendre. Puis là, j'ai vu ta prédiction comme gagnant, là, mais j'avais exactement les deux mêmes finalistes. Donc, j'y vais avec les Padres de San Diego comme finalistes dans la Ligue nationale. Pour moi, c'est l'équipe la plus complète. Je ne vois pas comment on ne se rendra pas jusqu'au bout. On risque d'affronter les Dodgers qui sont décimés lors du prochain tour. Pour moi, ça pourrait être facile même de sortir les Dodgers. Puis on dirait que tout est en place pour que finalement les Padres se rendent jusqu'au bout puis qu'ils peut-être remportent un premier titre. Donc, on a tous les éléments sous la main pour se rendre jusqu'au bout. Ça va être aux joueurs de performer à la hauteur de leur talent. Il y a seulement eux qui peuvent se battre, pour ma part. Dans la Ligue américaine, je vais avec les Yankees. La Ligue américaine qui semble être ouverte à n'importe quel club. Mais si les Yankees veulent gagner, c'est cette année. On a Juan Soto qu'on peut perdre au terme de la présente campagne. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais son contrat se termine, donc on n'a aucune idée de l'avenir. Si on veut gagner, c'est maintenant. Pour moi, on a l'équipe pour le faire. Et encore une fois, s'il y a une équipe qui peut battre les Yankees, c'est les Yankees. On se bat souvent soi-même. Mauvaise décision du gérant Aaron Boone. Mauvaise performance au mauvais moment. Mais si tout clique au bon moment, on a les joueurs pour se rendre jusqu'au bout. Puis je vais les mettre gagnants à l'inverse de toi. Sébastien, tu parles de mauvaise décision de gérant en octobre. Je peux-tu te rappeler Dave Roberts? Oui. T'en as un autre. Oui. J'ai l'impression que Dave Roberts va faire une gaffe qui va faire mal à son équipe à un certain point. Donc, je pense pas que les Dodgers vont se rendre jusqu'au bout. Moi, les Padres me font excessivement peur. Je pense que c'est cette équipe-là qui va gagner la Série mondiale. Puis je le dis comme si c'était une grande nouvelle, même si tu ne m'avais pas scoopé dans les 2 dernières minutes. J'avais pas le choix. T'as bien fait. Je pense que les Padres peuvent se rendre très loin. Les Padres, les Brewers, c'est les 2 clubs qui me font le plus peur. Je ne serais pas étonné de les voir croiser le fer dans un 4-7 formidable en série de championnat un petit peu plus tard dans les prochaines semaines. Et je m'attends à ce que les Yankees et les Guardians bataillent très, très fort. C'est les 2 équipes qui me font le plus peur de l'autre côté. Surveillons les Tigers juste pour l'histoire, mais je pense que les Yankees, là, c'est peut-être l'année où ils vont se rendre en série mondiale. Puis on s'entend, là, Pascal, un petit Yankees-Padres, ce serait quelque chose avec l'histoire de Juan Soto aussi dans la série mondiale. C'est sûr. C'est sûr. Puis, tu as une équipe dans l'Ouest, une équipe dans l'Est, parfaitement équilibrée. C'est un gros show de télé, on s'entend. Là. Ça fait que tu rallies les deux extrêmes de l'Amérique. Oui, ce serait un match-up intéressant. Parmi les prédictions de nos auditeurs, messieurs, Patrick dit Dodgers-Yankees. Qui d'autre? Avec un petit bonhomme sourire. San Diego, les Yankees pour ce qui est de Martin. Mon père qui mentionne les Padres et les Tigers en série mondiale. Comme en 84. Comme en 84, absolument. Jean-Philippe Morin qui dit les Padres contre les Orioles, c'est osé, mais why not? Et Jean-Philippe qui nous dit que Dave Roberts et Aaron Boone sont les raisons pour lesquelles les Yankees et les Dodgers ne se rendront pas jusqu'au bout. Mais tu sais, le commentaire précédent, why not, là, on l'a vu dans les dernières années. Peu importe, une fois que tu es entré en séries éliminatoires, que tu sois la dernière équipe repêchée, que tu termines au premier rang, n'importe qui peut gagner. Il suffit d'être hot au bon moment, que tout clique, justement, dans ce mois d'octobre-là, puis tu peux te rendre jusqu'au bout. Rangers, Diamondbacks. Oui, deux clubs qui ne sont pas en série présentement, d'ailleurs. Non. Mais c'est la preuve que tout peut arriver. Messieurs, je veux vous mettre sur le spot un petit peu. J'ai ressorti un texte de Sébastien qui date du 26 mars et qui s'appelle « Séries éliminatoires, prédiction de l'équipe ». Pascal, te souviens-tu, au mois de mars, avant le début de l'année, quelles équipes tu avais placées en série mondiale et qui avais-tu comme gagnant? Ben, de mémoire, c'était pas les Phillies. Tu avais les Phillies comme finalistes de la Ligue nationale, mais tu les voyais perdre en série mondiale. Contre les Yankees. Contre les Astros. Contre les Astros? Oui.
OK, Donc, tu as intéressant. quand même deux équipes qui font les séries, deux équipes qui ont des chances de se rendre loin. Sébastien, de ton C'est le fun de côté. ne pas avoir de mémoire, finalement. Oui, c'est Oui, ça, mais c'est ça, c'est mieux moi, comme ça. je me souvenais de qui j'avais placé comme gagnant. Je viens de revoir finaliste. Je m'en serais pas rappelé. OK. Sébastien, de ton côté, te souviens-tu de ta prédiction? Moi, si je ne me trompe pas, les deux finalistes étaient les Braves et les Yankees, et c'était les Braves qui gagnaient la Série mondiale. Bon, bravo d'être meilleur que tout le monde. Ouais, Mais mais meilleur que tout le monde, mais on s'entend que les Braves ne seront pas là. non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça. Moi, je me souviens très bien que j'avais choisi les Phillies pour gagner la Série mondiale en début d'année. J'étais confiant pendant les 3 premiers mois de la saison. Ma confiance a été ébranlée un peu dans les derniers mois, mais en même temps, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et j'avais la même lecture de la situation que Pascal pour ce qui est des champions de la Ligue américaine. J'avais les Astros de Houston. C'est quand même drôle que même les prédictions qu'on vient de faire, il n'y a personne qui place les Phillies là, alors que les Phillies avaient la meilleure formation du baseball majeur à la mi-parcours, mais vraiment, on dirait qu'on a des doutes. Absolument, absolument. Mais tu sais, d'aller jouer à Philadelphie en série, là, on se rappelle de cette expérience-là, c'est quelque chose. Tu sais, ça nous fait penser, tu sais, Pascal, on parlait dans les derniers jours, tu sais, des Aces d'Oakland qui sont partis, puis d'à quel point cet environnement-là, c'était intense en série, puis tous ceux qui ont assisté à un match en série à Oakland disaient, il n'y a rien qui se compare au vieux Colisée quand vient le temps du mois d'octobre. Cette ambiance-là a été déplacée à Philadelphie dans les dernières années parce que même si Los Angeles c'est gros, puis même si le Bronx c'est gros, l'ambiance des partisans qui sont fous à Philadelphie, ça amène ça à un autre niveau. Là. Ben oui, puis c'est au bénéfice de l'équipe. Des fois, c'est comme au football, là, on parle du 12e joueur. Ben, au baseball, c'est la même affaire. Là. La foule peut traîner une équipe durant plusieurs manches et plusieurs matchs. Absolument, absolument. Puis je suis allé à Philadelphie cette année en saison régulière. Ça n'a rien à voir avec l'ambiance qu'il y a en séries éliminatoires, mais déjà là, en saison régulière, c'était pas le fun. J'ose croire qu'en série, on le voit à la télévision. Je ne suis jamais allé, mais ça doit être incroyable. Je pense que c'est pas le fun, peu importe le sport à Philadelphie. Non, exactement. Non, oui, même pour le Père Noël. Absolument. On a une question de mon père ici que je voulais garder là, parmi les derniers moments du podcast. Lequel des trois jeunes Jackson Merrill à San Diego, Jackson Holiday à Baltimore ou Jackson Chourio avec les Brewers va aller le plus loin en série? Ben écoute, moi, je vais répondre Merrill parce que je le vois gagner la Série mondiale. Sébastien aussi qui les voit se rendre jusqu'en Série mondiale. Donc, Pascal, je te soumets la question. Merrill, Holiday ou Chourio? Qui va se rendre le plus loin? Ben, tant qu'à moi, Merrill et Chourio vont se rendre un peu à la même place parce qu'ils vont gagner la première ronde, ils vont se rendre en deuxième ronde, puis moi, je vois les Phillies passer pour la Ligue nationale. Donc, ce serait Merrill et Chourio pour ceux qui se rendraient les plus loin. Donc, le constat populaire, c'est que si on fait une moyenne des trois, Jackson Merrill chez les Padres de San Diego est donc la réponse officielle de Passion Melby pour le podcast, avec une mention honorable du côté des Brewers de Milwaukee. Pascal, il y a Martin ici qui aimerait que tu répètes ta prédiction pour la Série mondiale. C'est les Phillies contre les Guardians. Les Phillies contre les Guardians, donc qui sont la prédiction de Pascal. Messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette dernière heure de baseball qui a passé vraiment rapidement. Là, je viens de réaliser que ça fait 1 heure qu'on est en train de parler. Évidemment, la table est mise donc pour les séries éliminatoires. On va être là sur une base régulière avec le podcast. On va revenir jeudi pour l'épisode régulier du jeudi. J'espère que vous allez être au rendez-vous. J'espère que vous allez écouter les séries en grand nombre parce que, Sébastien, je pense qu'on peut avoir une très belle période au mois d'octobre qu'on va évidemment pouvoir suivre sur Passion MLB. Mais si on se fie au premier match de cet après-midi, qui était, on l'a dit tantôt, là, qui était le premier match des séries éliminatoires, on risque d'avoir tout un spectacle dans les prochaines semaines. Puis bien sûr, Passion MLB va être collé à cette actualité des séries. Chaque série va être analysée, chaque après-match, entre chaque ronde, on va être là également. Donc, si vous voulez suivre les séries éliminatoires de la MLB, c'est là que ça se passe. Pascal aussi qui va être impliqué là-dedans. Pascal qui écrit les matins de fin de semaine. Je pense que s'il y a des matchs qui se terminent tard les vendredis, les samedis soirs, Pascal, ça va tomber dans ta table. J'ai aucun problème avec ça. Frais et dispo le matin tôt, ça écrit bien aussi.
Yes, absolument, je comprends ça. Sébastien, une petite dernière pour toi. Jean-Michel qui nous demande à quand une équipe de Passion MLB en présentiel pour suivre la Série mondiale? Oh, il va falloir débloquer des budgets, hein? Je sais pas, il va falloir s'en parler en privé, puis on va arriver avec un plan, là. Absolument. Donc, bonne série à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés en live sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Merci à tous ceux qui nous écoutent en format podcast habituel sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Je vous invite à aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller nous lire sur lepassionmlb.com. Je vous remercie de nous avoir écoutés pour cet épisode numéro 32 et je vous dis bonne série éliminatoire.